Chapitre 7 Insurrection et communisation. La communisation de la société ne se fera pas de façon graduelle et tranquille, mais brusque et insurrectionnelle. Il ne s'agira pas d'un cheminement tranquille auquel se rallieraient progressivement les forces suffisantes. Insurrection et communisation sont intimement liées. Il n'y aura pas dans un premier temps l'insurrection et puis ensuite, permise par cette insurrection, la transformation de la réalité sociale. Le processus insurrectionnel tire sa force de la communisation même. Entre le capitalisme et le communisme, il n'y a pas une sorte de mode de production mixte et intermédiaire. La période de transition, ou plutôt la période de rupture, est caractérisée par la contradiction entre d'un côté des méthodes absolument communistes et de l'autre une réalité encore tout imprégnée de mercantilisme. C'est cette phase où une société d'abondance et de liberté doit affronter des problèmes de pénurie et de pouvoir. Il lui faut liquider les séquelles humaines et matérielles d'une ère d'esclavage et neutraliser les forces qui y resteraient attachées. La violence. L'usage de la violence pour arriver à leur fin, voilà ce qui distinguerait les révolutionnaires des réformistes. L'opposition entre révolutionnaires et réformistes ne porte pas tant sur la stratégie et la méthode que sur la nature de la transformation à accomplir. De cela découle évidemment une différence de méthode. L'histoire a distingué deux sortes de réformistes, les doux et les durs. Les réformistes doux, sociodémocrates et parlementaristes, pensent que leurs aménagements peuvent se faire en douceur. Ils ont souvent raison dans la mesure où leurs illusions portent sur la profondeur des réformes qu'ils peuvent appliquer. Chaque jour et aux quatre coins du monde, ils prouvent que les intérêts en place acceptent de ne pas réprimer ceux qui ne les menacent pas. Ces réformistes doux deviennent parfois durs, mais leur dureté s'exerce surtout contre le prolétariat. À côté d'eux, il y a les vrais durs, c'est-à-dire les staliniens et assimilés. Ceux-là se prennent pour des révolutionnaires. Leur but est de s'emparer de l'État et de contrôler l'économie en remplaçant les dirigeants en place. Ils n'ont pas intérêt à sous-estimer la capacité de riposte de leurs adversaires. Il y va de leur réussite et même de leur peau. Et les révolutionnaires ? La révolution communiste est un formidable ébranlement social. Elle implique des heurts et de la violence. Mais si la révolution est un acte de force, son problème essentiel n'est pas un problème de violence et la condition de sa réussite n'est pas essentiellement une question de force militaire. Cela parce que la révolution n'est pas une question de pouvoir. Nous ne disputons pas l'État ou l'économie aux puissants en place. Grâce aux positions qu'il occupe dans l'économie, le communisme sera à même de saper les bases et de désarmer la contre-révolution, notamment militaire. Il évitera autant que possible un affrontement direct. La révolution communiste ne fait pas de la violence le problème central parce qu'elle vise à faire éclore ce qui existe déjà et non à faire entrer de force un projet dans la réalité. Tout autant qu'aux fanatiques et aux fétichistes de la violence, nous sommes opposés aux pacifistes. Autant l'on peut et l'on doit adopter des méthodes non violentes, y compris à l'égard des militaires, autant l'on ne peut accepter l'idéologie non violente. Cette idéologie transporte et s'appuie sur des illusions pédagogiques. Elle suppose que l'ensemble des gens puissent être éduqués à la non-violence et puissent se mobiliser à froid. Elle veut des actions de masse, mais ne voit pas que les problèmes d'information et de coordination que pose ce type d'action et de riposte ne peuvent être résolus sans la possibilité de la violence. La non-violence systématique suppose qu'il existe un consensus entre adversaires pour respecter certaines règles et d'abord une liberté d'information minimum. La non-violence est surtout efficace en tant que méthode défensive. Ces limites apparaissent lorsqu'il s'agit de prendre l'initiative et de neutraliser ses ennemis. Plus la révolution se lèvera avec force et lucidité, plus elle fera respecter et présentera comme irréversibles ses options, plus elle sera à même de rallier les hésitants et de neutraliser les opposants. La compréhension du rôle limité mais essentiel de la violence peut éviter des erreurs aux résultats sanglants. Le prolétariat ne peut renoncer à se procurer, à fabriquer et à utiliser des armes. Si les armes ne sont pas toujours éparses dans la société, les matériaux qui permettent d'en fabriquer le sont souvent et en grande quantité.
Il est essentiel de les recenser et de se préparer à leur éventuelle utilisation, s'armer et préparer des pièges qui feront payer cher à nos ennemis leurs interventions. Ce qui est ridicule et honteux, c'est de pousser les gens à former des groupes d'autodéfense et à s'équiper de revolvers ou de couteaux pour défendre leurs usines et leurs quartiers contre des chars d'assaut ou des avions. Nous ne pouvons prévoir le déroulement des futures insurrections, mais nous pouvons défendre à l'avance et dans le cours du mouvement une stratégie. Cette stratégie se fonde sur la nature même de la révolution communiste et des forces de chacun. Les bourgeois et les bureaucrates comptent sur l'armée. La force du prolétariat est dans sa position économique. L'armée est vulnérable, mais ne l'est pas tant d'un point de vue militaire que par sa dépendance à l'égard de l'économie. Elle en dépend de plus en plus directement pour ses armes, ses munitions, sa nourriture, ses transports. Elle intègre en son sein des ouvriers et des techniciens. Pour faire la guerre, et la guerre moderne est coûteuse, il faut que l'intendance suive et que le pays travaille. La contre-révolution militaire doit être attaquée dans ses arrières économiques. Il est crucial qu'une armée nationale ne puisse pas réprimer ailleurs parce que la paix sociale serait maintenue chez elle. Les militaires connaissent le risque qu'il y aurait pour eux à devoir suppléer aux « défaillances des travailleurs dans le domaine de la production ». L'armée ne peut pas organiser l'économie contre les ouvriers. Elle préfère avoir un adversaire bien délimité et de même nature qu'elle, plutôt que de devoir accomplir des tâches qui lui sont étrangères, de s'y engluer et de s'y disperser. L'armée. Il est courant de se représenter la Révolution comme le heurt entre deux armées. L'une aux ordres des privilégiés et des exploiteurs, l'autre au service des prolétaires. La Révolution est ramenée à une guerre. L'enjeu, c'est la prise du pouvoir et le contrôle des territoires. C'est une vision dangereusement fausse. Elle s'appuie sur le souvenir des combats des guerres civiles russes et espagnoles, ainsi que sur les guerres de libération nationale. Même si, à tel ou tel moment, dans telle ou telle circonstance, l'action révolutionnaire prend une tournure militaire, intervention de commandos, raids aériens, cela ne changera rien à la nature profonde et au caractère global du conflit. Voir la révolution comme un affrontement entre armées rouges et blanches ne serait pas communiste, mais de plus serait débile vu la disproportion des forces militaires en présence. Offrir une guerre aux capitales, ce serait rentrer dans son jeu. L'armée et la police forment le dernier rempart du capital. Leur action peut s'exprimer directement par la destruction des hommes et des choses, mais aussi en créant et en entretenant une situation de pénurie propre à développer l'égoïsme, la peur et les autres vieux réflexes. Cela dresserait les populations nécessiteuses contre les révolutionnaires fauteurs de troubles et tendrait à ranimer les mécanismes marchands. L'armée peut être utilisée pour faire marcher et contrôler certains secteurs stratégiques de l'économie. Par sa nature hiérarchisée qui élimine la discussion et la contestation au profit de l'obéissance et de la discipline, par sa fonction et son idéologie patriotique, l'armée tend à être un corps conservateur. Mais la contre-révolution militaire a des failles. L'impression de sécurité et le sentiment de leur bon droit que les militaires retirent de leurs ghettos et de leurs breloques risquent d'être vite atteints s'ils ne peuvent se justifier et se renforcer dans l'affrontement avec une armée adverse sur un champ de bataille bien délimité. Il faut empêcher l'armée de fonctionner comme armée, lui opposer la fluidité dissolvante du communisme. Il s'agit de paralyser, de contaminer, de diviser, de disloquer les forces militaires. Nos interventions armées doivent accompagner de près notre action de destruction et de reconstruction sociale. L'usage de la violence ne doit pas devenir une activité autonome et qui s'auto-justifierait. Il sert à bloquer et à débloquer des situations directement en fonction de la communisation qui lui fournit sa justification mais aussi sa force. On ne se méfiera jamais assez durant ou avant une phase insurrectionnelle de la violence séparée du terrorisme. Les révolutionnaires s'y trouvent pris dans un engrenage de lutte et de riposte, d'où le communisme finit par être absent. Lorsque la violence devient une violence pour le communisme et non plus accompagnant le communisme, lorsqu'elle se vide de son contenu immédiat,
Cela permet toutes les provocations. Il est facile de commettre des meurtres ou des attentats et de les mettre sur le dos des révolutionnaires. Par la transformation immédiate et radicale de l'organisation sociale, il faut couper l'herbe sous les pieds aux militaires en les privant d'une chose à défendre. L'armée est un instrument. Elle ne peut pas tout par elle-même en tant qu'organisation de la violence. On peut tout faire avec une baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Il existe à gauche un préjugé favorable aux intellectuels et défavorable aux militaires. Lorsqu'il s'agit de révolution, l'on pense tout naturellement que les premiers se rangeront à ses côtés et les secondes contre elle. D'un côté l'intelligence, de l'autre la force aveugle. L'histoire a montré la part d'erreur que ces préjugés contiennent. Depuis la Commune de Paris, où le colonel Rossel est passé à côté des insurgés et a été fusillé pour ça, et où les écrivains progressistes George Sand et Émile Zola ont craché sur ces mêmes insurgés de façon régulière, une partie des forces armées est passée aux côtés de l'insurrection et une partie non moins notable de l'intelligentsia s'est dressée contre elle. La révolution est ainsi que lorsqu'elle survient, elle effraie parfois ceux qui la souhaitaient et ravit ceux qui la redoutaient. L'armée forme un corps assez autonome dont les valeurs sont en partie étrangères aux valeurs proprement bourgeoises et mercantiles. La classe bourgeoise n'est pas à même comme la classe féodale de prendre en main sa propre défense. Elle s'en décharge sur l'armée ou la police. Même si une partie des dirigeants de l'armée identifie complètement ses intérêts à ceux de la classe dominante, il n'en existe pas moins une contradiction latente entre les intérêts et les comportements des militaires et ceux de la bourgeoisie. Il ne faut pas croire que l'armée ou une partie de l'armée va spontanément et facilement se ranger aux côtés de la Révolution. Cela ne pourra arriver qu'en fonction même du développement de la Révolution et de sa pénétration dans l'armée. L'armée deviendra révolutionnaire dans la mesure où, sous la pression des soldats et des officiers, la toute-puissance de la hiérarchie sera remise en cause et l'obéissance aveugle condamnée. Les révolutionnaires ne doivent faire aucune concession au militarisme. Il faut montrer aux militaires qu'ils ne se battent pas pour leur propre compte, et encore moins pour le compte de la nation. Il faut montrer que leurs idéaux sont sapés par le mouvement du capital. Il faut aussi montrer que les militaires en tant qu'hommes, et avec leurs capacités et qualités propres, ont leur place dans le mouvement communiste. Notre but est la destruction de l'armée. Il faut espérer qu'il pourra se réaliser avec le moins d'affrontements possible avec les militaires. Peu à peu, les groupes armés nouvellement constitués ou ralliés perdront leur caractère propre en participant aux tâches productives et aux conseils de travailleurs. La révolution ne doit pas méconnaître sa force et perdre des possibilités d'intégrer à ses forces, en les transformant, des organes de répression de l'ancienne société. Le flic peut être tout disposé à servir ce qui ne lui apparaît plus comme la subversion, mais comme la nouvelle autorité. On peut même espérer que certains ne voudront plus être des larbins. De toute façon, les révolutionnaires et les prolétaires ne doivent pas laisser à d'autres le monopole de l'armement. Cette question de l'armement du prolétariat sera un test pour juger de la valeur du ralliement de militaires à la Révolution. Vengeance. Les révolutionnaires n'ont pas le goût du sang, ni l'esprit de vengeance. Les insurrections du passé montrent que le sang versé tient généralement pour une faible part aux insurgés. L'espoir efface la rancune. C'est la contre-révolution qui a massacré, emprisonné, déporté. Le sang a coulé durant les combats, mais souvent aussi après, quand la victoire militaire était acquise. Fureur meurtrière née de la terreur des possédants. La réaction doit écraser les forces adverses. La révolution lui semble résider dans les révolutionnaires. Il faut donc les détruire. L'esprit de vengeance a pu jouer un rôle dans les insurrections ouvrières. Mais qu'est-ce que c'est si on compare son action à la répression des Versaillais, du Kuomintang en 1927, des franquistes? Les insurrections ouvrières ont été beaucoup moins vengeresses que les révoltes paysannes antiféodales. Cela parce que la révolution n'est pas un acte de désespoir. Les destructions de biens, les représailles contre les personnes sont souvent le fait de ceux qui ne voient pas comment échapper à la misère
et se contentent d'annihiler ceux qui incarnent l'oppression. Se venger ne serait pas seulement mesquin, cela serait stupide. Condamner à l'avance en fonction du passé, c'est renforcer nos adversaires dans leur peur et leur détermination. C'est susciter des ennemis parmi ceux qui, à tort ou à raison, pensent avoir quelque chose à se reprocher. C'est encourager les règlements de compte personnels. Les principes communistes ne dictent pas par eux-mêmes un mode de conduite uniforme. Au contraire, ils impliquent que puisse s'exprimer la diversité des caractères, des situations et des passés de ceux qui participent à la révolution. Mieux, ils impliquent que si nos adversaires peuvent s'aveugler pour ne plus voir en nous que de la « vermine rouge », nous devons, quant à nous, continuer à reconnaître dans le pire de nos ennemis un être humain, sans illusion d'ailleurs sur la nature humaine. Il serait stupide de se mettre à dos des médecins, des ingénieurs, des paysans, alors que nombre d'entre eux seront prêts à nous rejoindre sans que nous fassions de concessions au mythe du spécialiste, à la hiérarchie du travail, à la propriété. Cela signifie que les conseils devront protéger parfois certaines situations acquises. Cela ira contre l'égalité, mais cela permettra de faire pression sur certains en leur laissant encore quelque chose auquel ils tiennent. On peut garantir aux médecins l'usage de leur résidence et de leur matériel professionnel, à condition qu'ils n'émigrent pas et qu'ils soignent ceux qui en ont besoin. Telle résidence secondaire située à la campagne peut revenir à son légitime propriétaire, à un parent ou à un ami, sans que l'on admette pour autant que des gens puissent avoir 2 habitations et d'autres rester dans un taudis. Par contre, ceux qui chercheront à préserver des privilèges ou à profiter de la situation pour s'emplir les poches doivent savoir qu'ils ne pourront bénéficier de la pitié de leurs victimes. Plus les conseils révolutionnaires auront d'assurance, plus ils seront capables d'édicter des règles claires, plus ils seront capables de transformer promptement la réalité, moins la violence sera nécessaire. Reconversion. Communiser ne signifie pas chasser les patrons des entreprises et des usines pour s'y accrocher, mais commencer par en fermer une bonne partie. La frontière entre la contre-révolution et la révolution passera entre ceux qui, au nom de la patrie, de la démocratie, de l'autogestion, des conseils ouvriers, du Christ roi ou de la crème au chocolat, pousseront les travailleurs consommateurs à s'agripper à leurs bagnes et à leurs dogmes, et ceux qui pousseront à réduire massivement et à reconvertir radicalement la production. Il s'agira de réduire la pollution et de rompre le plus vite possible avec l'abrutissement du travail et la pseudo-abondance mercantile. Rester dans son usine, même pour l'autogérer, c'est geler la situation au profit de la contre-révolution. Que cette attitude soit professée par des drogués du boulot, des syndicalistes naïfs ou des coquins de capitalistes qui espèrent gagner du temps, le résultat est le même. Les révolutionnaires se verront probablement accusés par tous ces bons apôtres de vouloir désorganiser la production et abaisser le niveau de vie du peuple. Dans cette réduction de la production, il ne faut voir aucune fascination pour l'austérité. Les sacrifices demandés seront bien moindres que ceux qu'imposerait une autre solution. Fausse solution qui ne servirait qu'à empêcher une rupture décisive avec le passé et à immobiliser des forces nécessaires à la lutte. Fausse solution qui rassemblera tous ceux qui ont peur de voir s'envoler les bases de leur pouvoir, syndicalistes indécrottables, petits et grands chefs, politiciens, administrateurs, patrons. Ce n'est qu'en arrêtant la production d'une myriade de produits peu utiles, inutiles ou nuisibles, et qu'en brisant la division entre entreprises, que l'on pourra concentrer les forces pour produire en abondance les produits indispensables ou nécessaires. Il faudra entreprendre des recherches et amorcer la mise en œuvre d'une production nouvelle. La communisation ne signifie donc pas uniquement démonétarisation, mais aussi transformation rapide de la production. Les deux choses sont intimement liées. Les ouvriers, les employés, les enseignants seront invités à aller là où ils seront véritablement utiles. Ces changements se fonderont d'abord sur le dégoût spontané des masses pour leur travail et sur la révélation de leurs capacités. Ils ne se feront pas sous l'égide d'un centre directeur, mais surgiront d'une multitude d'initiatives diverses. Cela ne veut pas dire désordre et laisser aller.
Toute révolution implique une part de flottement, de pagaille et de gâchis. Il importe de la réduire au minimum. C'est notamment la tâche des plus radicaux. Nous ne sommes ni contre l'ordre, ni contre la discipline, ni contre l'organisation, ni même contre l'autorité. Il faudra dénoncer et combattre ceux qui confondraient révolution et bordel aussi résolument que l'on s'en prendra aux étatistes dont ils font le jeu. La reconversion devra permettre d'assurer d'abord la satisfaction des besoins les plus élémentaires. Ensuite, elle devra favoriser, plutôt que la création de certains produits, la création des outils et machines nécessaires à leur fabrication. Ce matériel sera répandu dans la population et permettra à chacun de fabriquer ce qu'il aurait fait fabriquer par d'autres. Voilà quelques indications sur les changements envisageables en fonction des grands secteurs économiques. Aucune de ces transformations n'a de sens en soi. Le danger de faire des propositions concrètes, c'est qu'elles peuvent être récupérées contre le communisme. Mais il ne faut pas oublier que les révolutionnaires ne peuvent se contenter d'énoncer des principes généraux et qu'il leur faut, en fonction d'une situation déterminée, avancer des solutions concrètes. Énergie. Il y aura une réduction importante de la production d'énergie. Cette réduction découle tout naturellement de la fermeture d'une partie de l'industrie qui consomme la majeure partie de cette énergie. Peut-être sera-t-elle de toute façon rendue obligatoire par la difficulté à assurer des approvisionnements en pétrole, gaz, charbon. La distribution d'énergie sera transformée. Une partie de celle qui était utilisée directement par l'industrie pourra être reportée vers la consommation domestique, chauffage, éclairage, alimentation de petites machines. On mettra en œuvre progressivement de nouvelles sources d'énergie. Il faudra développer ce qui pollue le moins et ménage des ressources limitées comme les combustibles fossiles. On pourra favoriser une production décentralisée et intermittente à usage local. Cela ne signifie pas de toute façon que le communisme soit fondamentalement opposé à l'énergie nucléaire. Il faut simplement des assurances sérieuses sur les conditions de production et les nécessités d'utilisation. À court terme, l'eau, le vent, le soleil semblent préférables. Transport. Les transports gâchent de l'énergie, polluent, concrétisent les inégalités sociales. Il y aura là encore une réduction et une rationalisation importante que rendra possible un réaménagement de l'espace. Les gens s'arrangeront pour ne pas avoir à faire des trajets trop longs. Ils auront moins d'occasions de se déplacer contre leur gré. Des horaires plus libres permettront de ne pas s'entasser aux mêmes heures dans les mêmes véhicules. La production des automobiles actuelles pourra être généralement arrêtée. Le nombre des voitures actuellement en circulation, utilisées de façon plus rationnelle, permet d'attendre la mise au point et la fabrication d'engins moins misérables. Une partie des véhicules pourra être utilisée comme taxi, avec ou sans chauffeur, ou servir à des missions publiques. La grande majorité des voitures devra probablement continuer à être utilisée de façon privée. Cela permettra de ménager des habitudes traditionnelles et d'intéresser les utilisateurs à la bonne marche de ce qui continuera à leur appartenir. Cette appartenance pourra être limitée par certaines conditions d'utilisation visant à restreindre et à éliminer la circulation dans certains lieux et à permettre le meilleur usage et remplissage possible. Le train et d'autres moyens de transport guidés devront être favorisés et développés. C'est encore là que se trouve la meilleure sécurité, le meilleur rendement énergétique, la moindre utilisation du sol possible. Ces engins rapides et confortables pourront être complétés par des véhicules plus lents, d'une utilisation plus individuelle et plus souple, qui seront équipés de moteurs non polluants. En attendant, l'on pourra continuer à produire des camions, des bicyclettes, des patinettes, de bonnes chaussures. Pour réduire les besoins de se déplacer, notamment en ce qui concerne les contacts rapides à longue distance, il faudra développer un bon réseau téléphonique ou vidéophonique. Cela permettra à un coût bien moindre à beaucoup plus de gens qu'aujourd'hui de rentrer en contact. L'avion est un gadget bruyant, polluant pour businessmen et touristes pressés. Son emploi est difficilement généralisable à tous. Il faudra donc l'éliminer ou le réduire à certains cas particuliers. Pour les voyages à longue distance,
Pourquoi ne pas remettre à la mode, en les modernisant, les grands voiliers? Leur fabrication donnerait lieu à une saine compétition. De toute façon, il existera d'autres moyens de se transporter d'un continent à un autre. Pour ça, il n'y a pas besoin de supersonique. Édition. C'est un secteur dont l'importance révolutionnaire est facile à comprendre. Qui contrôlera la presse? En période insurrectionnelle, régulièrement les ouvriers ont contrôlé le contenu des journaux qu'ils imprimaient. Cela recommencera, n'en déplaise aux chantres de la liberté de la presse, qui ne sont souvent que les partisans de la liberté du fric. Mais cela n'est pas suffisant. La presse devra se transformer. Elle cessera d'être le reflet contemplatif de la réalité. La révolution permettra une liberté d'expression impossible aujourd'hui. Une grande quantité de petites machines à imprimer qui appartiennent aux entreprises et aux administrations seront mises à la disposition de tous. Demain, un livre ou un écrit quelconque ne sera pas édité et diffusé en fonction de l'accord d'un éditeur. Il sera directement pris en charge et d'abord imprimé par ceux qui l'intéressera. Son succès dépendra donc du courage de son auteur et des appuis pratiques qu'il rencontrera. Aujourd'hui, une partie considérable du coût d'un livre tient à sa diffusion et à sa promotion publicitaire. L'avantage avec le communisme est évident. On peut même admettre, pour économiser des forêts, que les journaux où les textes circulent ou soient affichés. Le communisme, tout en favorisant l'expression écrite, orale ou audiovisuelle de tous, devra permettre de réduire les dépenses de la société en papier et en encre. Que deviendra la littérature? Nul doute qu'elle se transformera et que l'activité romanesque perdra peu à peu de sa nécessité. Il n'y aura plus, même si on continue à s'occuper de fiction, un monde des livres s'opposant au monde réel. Peut-être même qu'avec le temps, la communication écrite perdra de son importance et tendra à disparaître. Bâtiment. L'industrie du bâtiment subira une mutation. Cela ne veut pas dire que les maçons chômeront. La construction est l'une des rares activités qui ne régresseront pas. Il faudra cependant prendre des mesures pour limiter ou plus radicalement interdire la construction dans les villes et les banlieues surpeuplées. Mais les gens qui se déplaceront hors de ces centres urbains devront être logés. Il faudra mettre en chantier des maisons et des bâtiments de toutes sortes. Il faudra aussi démolir et organiser la récupération des matériaux. Là comme ailleurs, mais peut-être encore plus rapidement, le professionnalisme sera sapé. Ceux qui voudront avoir une nouvelle maison devront mettre la main à la pâte. Ils se feront aider par ceux qui, par formation ou expérience, s'y connaissent mieux. Les mal logés seront immédiatement relogés dans les appartements et résidences qui, pour une raison quelconque, seront libres. La suspension du paiement des loyers et des traites sera naturellement une des premières manifestations de la Révolution. Habillement. L'on ne pourra pas tout transformer d'un seul coup. Il faudra continuer de produire en fonction des matériaux et machines existantes. Des transformations pourront certainement être apportées assez rapidement dans le sens de la qualité et de la solidité. Un certain nombre de modèles d'habits et de chaussures pourront être produits en grand nombre. À côté, l'on développera la production de tissus et de petites machines pour que les gens se confectionnent eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Cela permettra d'adapter les produits au goût des gens. Cela permettra que la distribution des habits dépende des efforts directement fournis. Nourriture. L'industrialisation des produits alimentaires s'est généralement traduite par une dégradation de la qualité de ces produits. Le communisme devra le plus rapidement possible augmenter la quantité de nourriture produite, changer sa répartition notamment au profit des populations sous-alimentées du tiers-monde et agir dans le sens d'une amélioration de la qualité. Des modifications seront introduites dans la composition des produits. Il faudra exclure tout ce qui est nuisible ou même inutile et qui ne sert qu'à tromper le consommateur. Les emballages seront simplifiés. Du point de vue agricole, il faudra limiter et réduire progressivement l'utilisation des produits chimiques. Il ne s'agit pas là d'une position de principe contre tout ce qui serait chimique ou artificiel, mais d'une opposition à une détérioration et falsification réelle des produits agricoles. La monoculture devra céder la place à la polyculture et à l'association de l'agriculture et de l'élevage
qui permet le recyclage et l'utilisation du fumier et des déchets. Cela permet de réduire l'importance des apports extérieurs, ce qui a une importance vitale, notamment pour les pays non industrialisés. Il vaut mieux que les forces de la société s'investissent directement dans les travaux de la terre plutôt que dans des usines d'engrais et de produits chimiques. Quitte à distraire des bras de l'agriculture, il est meilleur que ce soit pour fabriquer des outils et des machines agricoles. Ce matériel devra notamment être introduit dans les agricultures du tiers-monde. Les recherches sur la qualité des aliments et sur les méthodes agricoles qui sont actuellement assez peu développées devront s'amplifier. Il faut sélectionner les meilleures variétés de plantes, les méthodes qui ménagent le plus le sol, une répartition des cultures adaptée aux besoins alimentaires. Il y a dans l'agriculture comme ailleurs des choix à faire. Doit-on favoriser la production de protéines animales ou végétales ? Doit-on préférer le rendement ou la rusticité ? La santé. Les problèmes de santé sont en grande partie causés par les conditions de vie et de travail. Le communisme, en révolutionnant ces conditions, fera beaucoup pour la santé des populations. L'accent devra être mis sur les mesures d'hygiène et de prévention. La production des médicaments en sera réduite. Certains produits qui sont inutiles ou paraissent actuellement utiles seront supprimés. De même que pour les marques de lessive, il existe plusieurs marchandises pour un même produit pharmaceutique. Le coût de l'emballage, de la publicité, l'emporte sur le coût du produit réellement actif. Tout cela disparaîtra évidemment. Il s'agit de déprofessionnaliser la médecine le plus rapidement possible. Cela veut dire réintroduire un savoir médical et hygiénique perdu dans la population. Rendre possible l'utilisation des plantes médicales. Cela veut dire former une fraction de la population pour qu'elle puisse intervenir médicalement dans des délais assez brefs. Éducation. La période d'insurrection et de reconversion développera le besoin d'éducation et d'apprentissage. Puisqu'une grande partie de la population devra changer d'activité et puisque tous devront multiplier leurs aptitudes, il faudra apprendre. Cet apprentissage se fera en grande partie sur le tas. Chacun devra faire profiter ses compagnons de ses connaissances. La télévision et la radio pourront permettre de transmettre à un faible coût ce dont les gens auront besoin. Il est facile de diffuser des cours de mécanique, d'agriculture, de maçonnerie qui compléteront l'apprentissage pratique. Que vont devenir les enseignants ? Il ne s'agit pas d'interdire d'enseigner, mais le fait de n'être qu'enseignant doit être découragé par tous les moyens. De toute façon, une grande partie de la culture ne fera plus l'objet d'un enseignement au sens strict. En ce qui concerne les enfants, il ne s'agit pas d'en retirer la garde de force à des instituteurs amoureux de leur métier. Mais à partir du moment où les activités offertes aux enfants se multiplieront et où ils ne seront plus une charge pour des adultes qui ne seront plus enchaînés à des travaux professionnels ou domestiques, il sera impossible à l'école de se maintenir. Le corps enseignant, pour assurer son bien-être, aura tout intérêt à s'adonner comme tout le monde à des tâches pratiques. S'il ne le fait pas, c'est lui qui en paiera directement le coût. Nul doute que la majeure partie des enseignants, qui sont de plus en plus des machines à enseigner, apprécieront un nouveau mode de vie qui de toute façon ne les empêchera pas de faire profiter les autres de leurs connaissances. Religion. Certains croyants de peu de foi clament que la révolution communiste ferait disparaître la religion. C'est douter de la puissance du Seigneur à s'occuper de ses affaires. Quant à nous, nous lui en laissons la charge. Rupture. Entre le capitalisme et le communisme, il n'y a pas une phase de transition, mais une phase de rupture où les révolutionnaires doivent chercher à appliquer des mesures irrémédiables. Certains regrettent la mercantilisation et l'industrialisation de toute la vie sociale. Ils voudraient bien que ça change, mais veulent rester raisonnables. Ils en appellent aux autorités en place ou à leurs oppositions officielles pour promouvoir des changements. Surtout, ils voudraient que les choses se transforment dans l'ordre. Pour eux, l'irruption des masses sur la scène de l'histoire ne peut entraîner que le plus inextricable désordre. Ils voudraient démercantiliser progressivement l'économie en développant les services publics et les biens gratuits. Le travail salarié serait réduit
et à côté se développeraient de nouvelles activités productives moins inhumaines. Les plus audacieux prévoient à terme la disparition de la marchandise et du salariat. C'est toujours le même espoir de vouloir utiliser et museler le capital. La même illusion est propagée par ceux qui veulent conserver le salariat tout en éliminant les différences de salaire ou en faisant du salaire la juste rémunération de la pénibilité du travail. Le capital est fondamentalement expansionniste et impérialiste. C'est pour ça qu'il tend à s'emparer de toute la vie sociale. Un secteur non marchand fonctionnant à côté du système marchand sera vite remercantilisé. Ou il resterait un loisir et un jeu dépendant complètement du capital comme le bricolage actuel, ou il prendrait de l'importance et sa production circulerait, et alors il réinventerait pour lui-même le capitalisme. Il y aurait décomposition de l'intérieur et assaut de l'extérieur. Les producteurs entre guillemets libres, les artisans de fin de semaine qui continueraient à être prisonniers d'un mode de vie bourgeois, chercheraient tout naturellement à tirer un revenu de leur production parallèle pour arrondir leur fin de mois. Doit-on compter sur le pouvoir politique pour soutenir une telle entre guillemets révolution ? C'est oublier sa dépendance à l'égard de l'économie. C'est opposer au totalitarisme marchand le totalitarisme étatique. Peut-on compter sur une transformation des mentalités ? C'est croire que le mercantilisme est d'abord une perversion de l'esprit. Les mentalités seront ce que leur permettra d'être la situation. On ne peut pas avoir un pied dans le monde nouveau tout en gardant la main sur son portefeuille. Ces conceptions réformistes ne comprennent rien à la nécessité d'une rupture globale et à la nature de l'activité prolétarienne révolutionnaire. Elles ne voient pas que c'est dans la situation et l'activité de la classe des dépossédés que se trouve l'adversaire véritable du système marchand. On croit pouvoir prendre des mesures contre le capital parce qu'on le considère comme une chose dont il faut limiter la puissance et non comme un rapport social. Le capital peut s'amuser à libérer l'activité humaine et à démercantiliser en apparence. Il vend une vie nouvelle dans ses clubs de vacances. On paie pour ne pas avoir à payer. Les nouveaux systèmes de paiement tendent à éviter le contact direct et oppressant avec l'argent. Tout cela manifeste le besoin et la possibilité du communisme, mais aussi la nature récupératrice, vampiriste et mensongère du capital. Le système marchand est un tout. Il sera abattu comme un tout. On ne peut pas communiser les uns après les autres des secteurs que l'échange a intimement liés. Croit-on de toute façon que l'on pourrait limiter le champ d'intervention d'une insurrection ? Justement, les mesures entre guillemets anti-marchandes, qui viseraient à restreindre temporairement ou à rendre moins visible l'action du capital, ne pourraient avoir pour but que de dissuader ou d'enrayer une insurrection. Quelle que soit la bonne volonté ou même la semi-compréhension de ceux qui les proposent, elles ne pourront servir qu'à la contre-révolution. Dans une période insurrectionnelle, les révolutionnaires devront s'appliquer à dénoncer les mesures faussement radicales et à précipiter le cours des choses. Bien souvent, leurs actions seront dénoncées non pas franchement comme étant révolutionnaires, mais comme des excès par ceux qui se déguiseront en révolutionnaires pour mieux combattre la révolution. La solution aux problèmes importants que posera la rupture brusque avec l'économie marchande reposera avant tout sur l'organisation conseilliste de la production et de la distribution des biens. Les discriminations dues à la rareté des produits ne seront plus établies par l'argent, mais dans cette phase intermédiaire, par les conseils et comités de « consommateurs » qui veilleront à répartir en fonction du meilleur usage possible. Le danger est de croire que l'on pourrait établir un système mixte pour s'éviter des difficultés. Les conseils auront à régler des problèmes difficiles, mais ils sont la seule force capable de les régler. Pour permettre et soutenir l'organisation conseilliste, il faudra que l'aile marchande de la Révolution concentre ses forces sur certains points stratégiques. Elle devra détruire ce qui permettait la survie ou le redémarrage du vieux système. Le système bancaire et financier devra être détruit dans ses fondements matériels. Il faudra s'attaquer aux établissements et brûler les livres de compte, les papiers et les archives. Tout ce qui peut ressembler à un moyen de paiement devra être exterminé. Il faudra paralyser la machine d'État. Cela ne signifie pas tant livrer un assaut frontal au centre du système que détruire ses multiples tentacules.
L'État a des ramifications partout. C'est sa force et sa faiblesse. Il faudra s'attaquer à tout ce qui permet de contrôler les gens et d'abord aux papiers d'identité de toute catégorie. Il faudra se livrer une chasse aux fichiers étatiques ou privés. À part quelques pièces d'intérêt révolutionnaire ou historique, il faudra détruire les archives et papiers administratifs de toutes sortes. La prise en main des prisons et la libération des prisonniers, y compris des prisonniers politiques, sera à l'ordre du jour. Voilà qui ne rassurera pas les braves gens. Toute la pègre du jour au lendemain sur le trottoir. Les prisons ne sont-elles pas remplies d'affreux gangsters et d'horribles tueurs ? En fait, la plupart des prisonniers sont des prolétaires qui ont voulu, en s'attaquant à la marchandise et à la propriété, sortir de leurs conditions. Ce ne sont pas pour la plupart des petits saints ou de généreux révolutionnaires, mais la raison de leurs agressions s'évanouit avec la disparition du système actuel. Ils sauront dans leur écrasante majorité mettre leur talent au service de la révolution. Et la pègre ? Généralement, les truands ne sont pas sous les verrous. Ils sévissent parfois même avec la complicité de la police. Les tueurs, souvent ils ont la loi pour eux. Certains se trouvent même à la tête des États. La libération des prisonniers exceptera les crapules et les contre-révolutionnaires notoires. La fin de la marchandise, l'organisation de milices armées permettront de réduire le nombre des éléments malfaisants. Ces différentes mesures ne peuvent être menées dans n'importe quel contexte et n'importe quel rapport de force. Mais elles sont une nécessité impérieuse pour les révolutionnaires et les anti-étatistes. Les comités chargés de la distribution des biens pourront chercher à rallier les petits commerçants et les gérants et à utiliser leurs locaux. Si ces catégories sociales montrent leur capacité à se reconvertir, cela sera tant mieux. S'ils résistent et cherchent à rester propriétaires de leurs stocks et de leurs boutiques, il faudra se passer d'eux. Dans le cas où les marchandises qu'ils détiennent seront importantes et nécessaires, il faudra les saisir. De toute façon, leur pouvoir est limité car il suffit de couper leur approvisionnement à la source. La publicité pourra être reconvertie en une anti-publicité. Il s'agira d'informer sur les caractéristiques et la fabrication des produits, sur l'état des réserves, d'inciter à la modération. Internationalisme. La révolution sera mondiale. Ce n'est pas un impératif moral. Tous les hommes sont égaux et frères et y ont droit. La révolution sera mondiale parce que le capital lui-même est une réalité mondiale. Il a détruit les communautés humaines, séparé les individus, fait de chacun le concurrent de chacun. Mais dans le même mouvement, il a rassemblé et unifié le genre humain sous sa coupe. Aujourd'hui, et pour la première fois dans l'histoire depuis Adam et Ève, il y a coïncidence entre l'unité génétique et l'unité sociale de l'espèce. La naissance de l'idée nationale et des États nationaux est le fruit direct du développement capitaliste, de la destruction des groupes traditionnels, de la standardisation par l'échange, de l'inégalité dans la croissance. Mais si le capital s'abrite derrière des frontières, il ne s'y laisse pas emprisonner. Son développement impérialiste et anonyme a toujours eu tendance à conquérir et à unifier les marchés. Ce sont des pays et des zones différentes qui ont été successivement le lieu privilégié de l'accumulation du capital avant de décliner pour laisser la place à d'autres. L'époque contemporaine a vu ce mouvement s'accélérer. Il y a eu mondialisation des rapports marchands et accentuation des inégalités. La colonisation, les guerres mondiales, le développement de nouveaux pôles d'accumulation, la constitution de nouveaux États nationaux plus ou moins fantoches ont été des étapes de ce mouvement. La multiplication des nations et des États n'a pas empêché l'unification même au niveau politique. Les petits États sont inféodés à des États plus forts. Ils se sont regroupés en blocs militaires et en zones économiques. Ils ont créé des institutions et des forces d'intervention mondiales. Plus remarquable encore est l'internationalisation des échanges et la constitution d'entreprises multinationales qui a gagné de vitesse l'unification politique et a privé les États d'une grande partie de leur pouvoir économique. Ces firmes géantes sont plus riches que bien des nations. Elles ont une vision planétaire des choses. Elles cherchent à produire et à vendre là où c'est le plus rentable sans souci des frontières.
L'échange uniformise la vie à travers le monde et c'est le même type de céréales, d'immeubles, d'enseignements que l'on retrouve partout. La couleur locale sauvegardée ou surajoutée est un argument publicitaire à l'égard des touristes et des traditionalistes. Rien n'illustre mieux cette gadgetisation de l'idée nationale que les décors typiques que transportent à travers le monde des avions semblables. Ici, on mange à la française, là, on rencontre des geishas japonaises et un peu partout des pirates de l'ère palestinien. Face à tout cela, les révolutionnaires n'appellent évidemment pas à la défense ou à la restauration de la patrie comme le font tout un tas d'idiots et de démagogues. Pas plus nous ne soutenons les mouvements régionalistes ou néo-nationalistes qui prônent la constitution de nouvelles patries plus légitimes. En invoquant le droit à la différence et à l'autonomie, on oppose le nationalisme au nationalisme, l'État à l'État. Il y a au départ souvent une saine réaction contre l'étatisme, l'uniformisation et l'inégalité de développement du monde contemporain. La seule solution possible, c'est la fin du capital et de tous ses États. Le communisme n'est pas l'ennemi des patries. Si par amour de la patrie, l'on entend l'attachement des hommes à la région, au paysage, aux coutumes, au mode de vie local. Nous ne voulons pas ressusciter l'esprit de clocher, mais nous sommes contre le nivellement des pays et de leurs habitants. Les défenseurs de la patrie ne sont bien souvent que les défenseurs de l'État. Leur nostalgie veut ignorer ce qui détruit les valeurs qu'ils défendent. Le nationalisme, paradoxalement, s'est développé au fur et à mesure que se dégradaient la connaissance et l'attachement de l'homme à son environnement. Il valorise non une communauté réelle, mais l'image d'une communauté que traduit le fétichisme débile du drapeau ou du héros national. Notre époque rend tout ce bric-à-brac de plus en plus désuet. Les sentiments qu'il cristallise sont de plus en plus détachés de la réalité ou hypocrites. La plupart des dirigeants qui exaltent l'idée nationale s'en contrebalancent. Les classes dirigeantes et privilégiées ont fait la preuve maintes fois du peu de cas qu'elles font du patriotisme. L'intérêt national ne vaut que lorsqu'il correspond à l'intérêt du capital. Pour peu qu'une menace prolétarienne apparaisse, et les classes dirigeantes des différents pays se dépêchent de se réconcilier. La révolution sera mondiale parce que les problèmes qu'elle aura à résoudre seront mondiaux. L'interpénétration des différentes économies empêche de s'en tirer seul. De toute façon, si la révolution se développe dans un seul pays, elle devra faire face à l'action de la contre-révolution extérieure. Mais cette interdépendance, le développement des moyens de communication, la simultanéité des secousses économiques et politiques rendront la révolution plus contagieuse que jamais. Chaque État enjoint les gendarmes ailleurs doit craindre de précipiter les choses chez lui. Plus l'insurrection se généralisera rapidement, plus la répression sera difficile. La faim, la pollution n'ont pas des causes locales, même si leurs effets sont bien localisés. La révolution devra établir des règles universelles de protection de la nature. L'agriculture devra être organisée pour répondre aux besoins de l'ensemble des populations. Cela ne veut pas dire que les pays riches et industrialisés vont devoir se saigner à blanc ou que les pays pauvres vont rester dépendants des zones privilégiées. Chaque région devra, en fonction de ses problèmes et de ses ressources, de l'importance de son prolétariat, trouver des formes d'organisation et de développement particulières. Autant que possible, il faudra se débrouiller à partir des ressources locales. Toutefois, il faudra notamment au début organiser des transferts de matériel et de techniciens pour aider les plus déshérités à se sortir le plus rapidement possible d'une misère infâme. Il faudra, si nécessaire, réduire ou transformer la consommation alimentaire dans certaines régions pour en aider d'autres. Les communistes se tiendront toujours à l'avant-garde de la lutte contre les égoïsmes locaux. Les pays sous-développés pourront être communisés malgré la faiblesse de leur développement. La possibilité du communisme s'établit à l'échelle mondiale. Ce qui importe, ce n'est pas tant le développement quantitatif des forces productives que leur développement qualitatif. Un certain niveau technique et scientifique engendrera une abondance quantitative à court terme. La prédominance actuelle des pays industrialisés servira à l'aube du communisme en appuyant les forces prolétariennes locales à liquider partout le capital. Comment promouvoir des transformations communistes dans des pays où prédominent les populations agraires ?
Il n'y aura pas à rejouer l'accumulation primitive. Le communisme ne s'installera pas comme le capitalisme en bouleversant les structures sociales traditionnelles. Il pourra au contraire s'appuyer sur ces structures en les débarrassant de leurs aspects les plus négatifs, retrouver sous le parasitisme et le féodalisme les communautés paysannes de base. Cela n'empêchera pas le développement à côté d'activités modernes. Au sein de ces communautés, la technique pourra s'introduire, matériel agricole léger, capteurs d'énergie, procédés contraceptifs, soins médicaux. Il n'y a pas d'incompatibilité absolue entre l'équilibre communautaire traditionnel et l'emploi de techniques d'un usage simple. Actuellement, il y a des cas où des populations primitives savent utiliser des techniques modernes. Le véritable handicap, c'est plutôt la désagrégation de ces communautés sous l'action du capital. Il est pratiquement sûr que les populations concernées et les structures sociales évolueront. Mais cette évolution n'aura pas d'abord été une destruction des hommes et un reniement des valeurs communautaires. Peut-on compter pour établir une solidarité mondiale sur la classe ouvrière? Les ouvriers ne sont-ils pas souvent racistes? Souvent, les ouvriers se montrent racistes. Racistes à l'égard des étrangers et surtout à l'égard des travailleurs immigrés ou des minorités raciales. L'on a vu des gouvernements entre guillemets ouvriers se montrer plus racistes, notamment au niveau de l'immigration, que les gouvernements bourgeois. Ce sont souvent les hommes d'affaires qui sont favorables à l'immigration et à l'abolition des lois discriminatoires. Le racisme ouvrier correspond d'abord à une attitude d'opprimé qui, ne pouvant sortir de sa condition, est tout heureux de pouvoir se sentir supérieur à son chien, à un flic ou à un immigré. Il est l'expression d'un réel intérêt de classe, de la classe ouvrière en tant que marchandise. L'intellectuel peut baratiner sur la fraternité humaine. L'ouvrier, notamment l'ouvrier non qualifié, sait très bien que l'étranger, c'est d'abord le concurrent sur le marché du travail. Le racisme ouvert ou latent naît de l'incapacité à reconnaître que c'est le capital qui oppose les salariés. Cette incompréhension n'est pas l'expression d'une simple déficience intellectuelle, elle correspond à une impuissance. Compréhension et capacité à transformer la réalité vont de pair. Lorsque le prolétariat se redresse et s'unifie, le racisme s'effondre. Nul besoin pour le voir d'attendre le grand soir. Dans des luttes partielles, les ouvriers de différentes origines rejettent les préjugés et la méfiance.